Bonjour, nous sommes sur le salon Eurobois à Lyon. Bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous allons cet après-midi nous intéresser à une question essentielle, le prix du bois. Le bois est-il au juste prix? C'est une question que nous allons poser à mes trois invités. Gérard Choran, bonjour. Vous êtes président des forestiers privés de Rhône-Alpes-Auvergne, France Silva. Oui. Frédéric Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de la scierie Blanc. J'ai scierie Blanc à Marche, scierie de résineux. Alors, la scierie Blanc, elle est située où? On est situé à Marche dans la Drôme et on transforme annuellement 50 000 m3 de grumes, uniquement du résineux, sapin, épicéa, douglas, pin, à 90% de la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Monsieur Choran, j'ai oublié de vous demander de présenter rapidement France Silva. France Silva, Rhône-Alpes-Auvergne, c'est très simple. C'est l'union de tous les syndicats départementaux de forestiers privés. La forêt privée en Auvergne-Rhône-Alpes représente à peu près la moitié du territoire, est très morcelée. Les 2/3 des propriétaires ont moins d'1 hectare, donc un extrême morcellement et une faible mobilisation du bois. Merci. Enfin, François Pujol, vous êtes responsable commercial et marketing de la société As Weissrock, pardon pour la prononciation. Donc, un petit mot sur votre entreprise? Oui, donc la société As Weissrock, on est charpentier lamelliste. On est basé à Saulcy-sur-Meurthe dans les Vosges. Donc charpentier lamelliste, on fait de la charpente lamellée, on transforme entre 20 et 22 000 m3 de bois brut par an pour nos charpentes. Notre activité d'entreprise se décline en 2 pôles stratégiques. Une première activité études, fourniture, pose, et donc une prestation globale, et une deuxième activité études, fourniture. Voilà. Donc nos clients sont... Ils sont sur toute la France? Ils sont sur toute la France, parfois à l'étranger. Ce sont des collectivités locales, des artisans et également des promoteurs immobiliers, voilà, à titre d'exemple. Très bien. Donc nous allons avoir 3 points de vue sur le prix du bois. Alors Monsieur Choran, j'ai envie de commencer par vous. Le prix du bois, c'est quoi pour les forestiers privés? Le prix du bois, d'abord, c'est un constat, puisque c'est le marché qui l'impose. Le marché a toujours raison, donc le prix du bois est là. Maintenant, pour nous, le prix du bois est extraordinairement bas. Je veux dire que depuis 30 ans, il ne cesse de s'effondrer, alors que parallèlement, les charges, qu'il s'agisse de ce que l'on connaît tous, les charges de salaire ou les charges de transport, les charges dans tout domaine, ne cessent de s'élever. Donc l'effet ciseau est atteint et dépassé depuis très longtemps. Tous les quelques comparaisons, avec une coupe de bois moyenne d'un petit propriétaire tel qu'il y a dans nos régions, il y a 30 ans ou 40 ans, les gens s'achetaient un tracteur, un petit tracteur. Maintenant, ils s'achètent un scooter. L'adage, on disait, on fait une coupe de bois quand on marie sa fille. Maintenant, il n'y a plus de mariage, ça simplifie grandement les problèmes. Je discutais tout à l'heure avec un propriétaire qui me disait, quand j'ai démarré, il était ingénieur. Il a démarré il y a 30 ou 40 ans. 2 mètres cubes de bois représentaient 1 mois de salaire d'un jeune ingénieur débutant. Maintenant, 2 mètres cubes de bois moyen représentent quelques heures de travail, puisque ça tourne autour de 100 €. Voilà poser le problème. Je vous dirai tout à l'heure quelles sont les conséquences, parce qu'elles sont évidemment très lourdes pour nous. Donc le bois est un prix qui n'a cessé de s'écrouler, ce qui a des conséquences très lourdes au niveau de la forêt en général. Donc pour les forestiers, le bois est vraiment vendu en dessous de son prix? Évidemment. D'accord. Frédéric Blanc, le prix du bois pour vous, en tant que scieur, comment vous percevez ce prix du bois? Le prix du bois... Il est forcément trop cher, c'est ça? Non, il est à son juste prix par rapport à un marché. Mais pour une matière première, je pense que pour une matière première, le bois n'est pas son juste prix. Comparé à d'autres matières premières, vous voulez dire? Comparativement à d'autres matières premières qui viennent naturellement. Par contre, il est bas. Il est bas pourquoi? Parce qu'au niveau de la demande est bas. Qu'est-ce qui fait un prix? Un prix est fait par une demande. S'il y a une demande qui est forte, le prix de la matière monte. Et en ce moment, on est dans une impasse qui dure, malheureusement.
Et puis, tout particulièrement en région Rhône-Alpes, ce qu'on retrouve en région Rhône-Alpes, c'est surtout les difficultés d'exploitation qui viennent se greffer à ça, ce qui fait que ça pénalise fortement le propriétaire forestier, comme monsieur vient de le dire, avec les charges qui ont continuellement augmenté au niveau du personnel. Et on a des très grosses difficultés pour amener de la mécanisation dans nos forêts de montagne. Ce qui fait que le propriétaire forestier est pénalisé à ce niveau-là comparativement à des propriétaires forestiers du Jura où on peut mécaniser l'ensemble. Voilà, c'est tout. C'est une grosse partie. Après, nous, le prix du bois, on raisonne avec un prix du bois en pré-usine et par rapport au prix qu'on le vend. Voilà comment se fait le prix d'achat de nos bois. François Pujol, de votre côté, comment vous appréhendez le prix du bois? Alors, globalement, je suis d'accord avec monsieur. C'est vrai que le prix du bois est pour nous, en tant que transformateur charpentier, le prix du bois pour nous est très important vu que c'est notre donnée d'entrée. Une donnée vraiment essentielle pour nous. Voilà, tout simplement. Après, on a un approvisionnement nous-mêmes à Weissrock, charpentier lamelliste. On a un approvisionnement en dehors de la région ici de Rhône-Alpes. Et ce qu'on constate, c'est tout de même une augmentation du prix d'achat mètre cube de bois. De manière générale, vous voulez dire? De manière générale, pas seulement dans la région. Pas seulement dans la région, oui, tout à fait. Et donc, du coup, ça a quelles conséquences pour vous? Des conséquences de positionnement sur le marché, puisque notre problématique aujourd'hui est que l'on est pris, si je puis dire, entre les exploitants forestiers, les scieurs et les donneurs d'ordre, donc le client, le maître d'ouvrage en tant que tel, qui a, depuis une petite dizaine d'années, si je puis dire, de manière générale, changé ses habitudes d'achat et de négociation par rapport au marché, quoi, par rapport à l'achat en fait, du bâtiment. Alors, on constate qu'il y a des comportements d'achat relativement ambitieux et agressifs, et donc globalement on constate qu'il y a une hausse dans un sens de la matière première et une baisse, une demande de baisse tout, en tout cas, une voilà, attente du client final. Une baisse du client final et du marché dans la globalité. Parce qu'il connaît mieux peut-être le matériau, il connaît mieux les produits. Non, c'est, enfin, oui, mais dans l'absolu, c'est le marché, la conjoncture globale. Globale, d'accord. Alors on revient aux forestiers. Quelles sont les conséquences pour vous? Comment ça pèse sur votre activité? Les conséquences de tout ça, vous avez bien compris en entendant la deuxième transformation, la première transformation, que finalement pour le producteur de la matière première, il vient un peu à la fin de ce circuit. Celui qui est l'échelon de la seconde transformation voit avec ses donneurs d'ordre ce qu'il peut faire, le sieur aussi, puis finalement il y a un prix imposé pour le producteur. En sachant qu'il y a des contraintes que nous comprenons bien, le coût d'exploitation, tenant notamment aux spécificités de la région, qui est une région montagne, comme il a été dit tout à l'heure. Ce qui fait que si vous prenez un mètre cube moyen de bois, un mètre cube moyen de bois, je parle de bois moyen, comme on a en Rhône-Alpes, ça fait 40-50 euros, si vous voulez. Là-dessus, une fois que vous enlevez 20 euros de coût d'exploitation, 10 euros de transport, compte tenu des spécificités de notre région, ben, il reste 10 petits euros pour le propriétaire, et encore selon les cas. Ce qui veut dire qu'à la fin, c'est placer l'ensemble de la filière dans une situation très problématique, puisque à ce niveau de prix, le propriétaire ne peut plus investir. Non seulement vous ne pouvez pas couvrir vos frais, mais vous ne pouvez pas réinvestir derrière. Ce qui est très lourd pour l'avenir. Ça veut dire que le propriétaire, s'il ne mettait pas beaucoup de passion, beaucoup de bénévolat, beaucoup d'acharnement, ne serait même pas capable et n'aurait pas intérêt à entretenir sa forêt. Donc à avoir une gestion orientée vers une gestion durable, de long terme, respectueuse des impératifs environnementaux, sociaux, etc. Il ne pourrait pas le faire. Deuxièmement, il ne peut économiquement pas replanter lorsqu'il a coupé.
Replanter actuellement, c'est à peu près 3 000 € l'hectare, 3 500 €, plus les frais des années suivantes. Dans une pure logique économique, le propriétaire n'a pas intérêt, là encore, je dis, s'il n'a pas toute sa passion et tout, à planter. Alors ça, c'est très grave au niveau général, parce que la France, qui est une des premières zones forestières d'Europe, est actuellement celle qui plante le moins en Europe. Les propriétaires ne plantent plus. Et ça a un impact sur toute la filière. Donc pour l'horizon 30 ans ou 40 ans, si l'on accumule, là je vais être un peu pessimiste, mais on parlera après des traits d'espoir, si l'on accumule le fait que la forêt n'est pas entretenue, dans bien des cas comme elle devrait l'être, en partie à cause de son morcellement, à cause de la géographie, etc. Donc ça veut dire que si elle n'est pas entretenue, elle se dégrade. Pour ajouter à cela l'équilibre sylvo-synégétique qui fait que les cervidés massacrent beaucoup de forêts que les propriétaires ne peuvent pas entretenir. Et le phénomène va s'accroissant. Pour ajouter qu'il n'y a plus de plantation, ça veut dire qu'à l'horizon 30 ans devant nous, la forêt française, une grande partie d'entre elles, sera considérablement appauvrie. Ça, c'est un problème national. Hein. Et la ressource, du coup, se raréfier. Absolument. Comment vous percevez les choses à la Scierie Blanc ? Je pense que monsieur est un peu extrémiste. Il y a une part de vérité, mais il est un peu extrémiste. Mais ça, c'est normal. Par contre, je ne suis pas trop d'accord au niveau du prix quand vous dites qu'il ne reste plus que 10 €. Parce que moi, mes bois, ils ne rentrent pas à 50 € rendu usine. On fait que des bois pour les charpentes. Alors peut-être qu'on a une qualité supérieure. Et vous parlez en globalité, hein, avec tout confondu, résineux et feuillu, et bois d'industrie, bois d'œuvre et bois de chauffage. Nous, à la Scierie Blanc, les bois rentrent entre 70 et 85 € le mètre cube, avec des prix d'exploitation. Je pense que vous avez sous-estimé le coût de l'exploitation en disant 20 €. Je pense qu'il faut mettre un peu plus, il faut mettre entre 20 et 28 € de coût d'exploitation. Les coûts de transport, les coûts de transport, si on travaille sur la moyenne, on est à plus de 9 €, on est plus pas loin de 11 €. Parce que par rapport à nos rayons d'approvisionnement, là où on a acheté les bois il y a 20 ans, les forêts changent. Hein. Donc il faut qu'on élargisse un petit peu. Il faut aller chercher la ressource plus loin. On va chercher la ressource un peu plus loin. Et puis, voilà, je crois que vous êtes un peu extrémiste dans les prix, mais vous avez raison quand vous dites que le propriétaire forestier n'a pas assez de revenus pour derrière s'occuper, pour replanter et tout. Je pense que vous avez en partie raison, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Le gros souci qu'on rencontre, et vous avez raison là encore une fois, c'est avec le gibier. Hein, les plantations avec le gibier, ça ne marche pas ensemble. Alors il va falloir qu'on prenne des décisions au niveau de la forêt. Qu'est-ce qu'on fait de la forêt? Est-ce qu'on fait une forêt productive pour l'industrie? Est-ce qu'on fait une forêt pour aller à la chasse aux champignons et aller balader? Parce que tout ça, ça amène des contraintes, et chaque contrainte, ça a un coût financier, malheureusement pour le propriétaire. Et je ne sais pas, mais il faudra peut-être combler le bois. La forêt, c'est pas que le bois. Hein, et la forêt, le bois, ça ne sera pas que le seul revenu de la forêt, peut-être pour demain. Alors justement, Monsieur Choran, comment on fait pour inverser un peu la tendance? Si vous voulez, là, je vous ai décrit une vision un peu sombre, mais qui est la réalité, parce que c'est un secteur sinistré actuellement, hein, comme l'agriculture et sans doute plus fortement. Bon, maintenant l'avenir et les décisions. Premier point important, c'est que nous ne sommes pas seuls les propriétaires, c'est-à-dire aussi bien les pouvoirs publics, l'État, que les élus au niveau de la grande région dans laquelle nous sommes, sont très conscients de ces problèmes et orientent les plans régionaux vers une aide à la filière bois, qui, si l'on n'y prenait pas garde, irait dans le sens que je vous ai indiqué. Donc, nous ne sommes pas seuls. Deuxième sujet, on voit bien quelles sont les grandes orientations. D'ailleurs, sous-jacente à ce qu'a dit notre ami Sieur, c'est il faut s'orienter vers de la qualité. Mais de la qualité très, très différente selon que l'on travaille sur du bois d'œuvre, sur du bois de chauffage ou sur de la production destinée à la biomasse, avec toutes les recherches et toutes les innovations possibles. Vous parliez tout à l'heure d'une rotation plus rapide ou pourquoi pas, de recherche à caractère industriel, notamment sur la culture, entre guillemets, du bois destiné à la biomasse. Naturellement, nous sommes ouverts à tout cela. Puis il faut aussi trouver des ouvertures sur un certain nombre de sujets bloquants. Le gros bois actuellement, pour des raisons industrielles que l'on peut comprendre,
n'est pratiquement pas racheté par les sieurs. Nous avons des débats avec les pouvoirs publics, voir comment ils peuvent encourager les sieurs à acheter ces bois. De la même façon, certaines exportations de bois actuellement sont arrêtées à nos frontières pour des raisons sanitaires, puisque la France respecte des normes que ne respectent pas toujours ses voisins. Tout ceci sont des blocages. Donc le premier point, nous devons, nous, propriétaires, veiller à la qualité. Car dans les différentes catégories de bois, si nous avons de la qualité, nous vendrons mieux. Le deuxième point très important, c'est d'être capable de s'organiser pour regrouper nos ventes, afin de faire face à ce que nous appelons des contrats d'approvisionnement. Qu'il s'agisse du bon bois ou qu'il s'agisse du bois destiné au chauffage ou de la biomasse. Nous sommes là face à des grands acheteurs à caractère industriel qui ont besoin de savoir ce que, à peu près, la région peut fournir à l'horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est à partir de là qu'on est capable d'avoir des contrats d'une certaine tenue qui économiquement permettent de tenir. Voilà quelles sont les grandes orientations. Alors tout ça, c'est pas simple, que ça signifie des regroupements, soit physiques, soit au niveau de l'exploitation, qui sont essentiels. Là encore, je le redis, nous avons l'aide de l'État et des régions, soit pour ces regroupements, soit pour les problèmes très importants de desserte, soit pour les problèmes de stockage, etc. Voilà les voies de l'avenir. Monsieur Blanc, justement sur la question du gros bois, est-ce que vous en achetez ? Oui, on achète du gros bois, mais malheureusement, l'homme qui est à côté de moi, il n'en veut plus. Parce qu'on est au XXIe siècle et on réinvente le gros bois, mais il faut des petites sections pour fabriquer ces gros bois. Voilà, le problème, c'est que le marché, en fait. Le marché d'aujourd'hui ne veut plus de gros bois. Pourquoi ? On va demander à mon collègue d'à côté. Voilà, faisons le tour. Je me permettrai... Question piège ? C'est une question un petit peu sensible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bon, je ne vais pas m'étaler de manière significative sur ces sujets qui sont relativement sensibles et stratégiques pour une entreprise. Ce que je peux dire, c'est que des entreprises de transformation comme la nôtre, prises entre le prix du bois et le prix du marché, doivent redoubler d'inventivité et également diversifier leur activité de manière à sortir leur épingle du jeu. Après, je rejoins monsieur, bien évidemment, sur l'aspect qualitatif qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'exploitation forestière, de la transformation, de la construction, sur l'aspect qualitatif qu'une entreprise doit mener pour, bien évidemment, faire la différence et poursuivre ses activités dans de bonnes conditions. Voilà. Bon, ça vous satisfait comme réponse ? Non, mais moi je pense qu'il y a un aspect marketing là derrière. Et on a été sous l'influence des pays nordiques où ils ont des forêts de petits bois et ils ont des forêts où ils ont réussi à créer des forêts industrielles et toute une filière industrielle. Ce qui fait qu'au niveau des coûts, ils ont aplati un maximum les coûts de transformation à tous les niveaux, que ce soit au niveau du propriétaire, au niveau de nous les scieurs, la première transformation, et au niveau aussi de la deuxième transformation. Et là, l'écart est en train de se creuser. Et il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on fasse du marketing avec nos gros bois. Les gros bois, on peut les scier, c'est pas un problème. Mais il faut qu'on ait les gens en face de nous qui puissent les acheter et qui veulent les acheter. C'est là le gros souci. Et on passera que par le marketing. Il faut impérativement qu'on débloque des financements pour le marketing. Donc on voit bien que pour résoudre la question, il faut actionner tous les leviers possibles. Pessimiste, optimiste ? Vous nous avez dit que vous étiez plutôt optimiste finalement. Non, moi je dis que nous sommes, vous savez, le forestier, c'est un homme qui raisonne sur le long terme et le très long terme. Ce qui le met parfois un peu à contre-temps par rapport aux tendances actuelles où on raisonne à long terme quand on a vu les choses à 18 mois. Nous, c'est 30 ans ou 40 ans. Bon, nous sommes dans un moment où cette filière est assez sinistrée. Donc ça, c'est important de le savoir et d'en prendre conscience. Mais nous sommes sur le très long terme. Nous sommes prêts, avec l'aide responsable de ceux que je vous ai cités, à faire les efforts, les investissements, les recherches d'organisation et d'innovation qui, de notre point de vue, permettront que l'avenir soit meilleur. Donc, par définition, un forestier ne peut pas être pessimiste
Sinon, il aurait tout abandonné depuis longtemps. Ce n'est pas du tout notre cas. Et du côté des sieurs? Ah ben nous, bien sûr qu'on est optimiste. Le 19e siècle était le siècle du fer, le 20e siècle le béton et le 21e siècle sera celui du bois. Vous confirmez, monsieur Pujol? Oui, je rejoins monsieur. En fait, dans l'absolu, on peut considérer... Enfin, voilà. On est toujours optimiste dans la mesure où on considère que la capacité d'exploitation et d'utilisation du bois dans la construction a une certaine capacité de développement et de croissance relativement importante en France. Voilà. Notamment en France. Très bien, merci messieurs d'avoir bien voulu débattre de cette question un peu délicate, on va dire, du prix du bois. Merci de votre participation. Merci à vous. Merci.